Alors, maître, qui sommes-nous? Vous luttez pour la justice, disons qu'on lutte contre l'injustice. L'injustice du lieu de naissance, c'est pour ça que nous avions fait pendant un premier temps Médecins du Monde, puis la chaîne de l'espoir. C'est d'essayer de lutter contre cette injustice fondamentale qui est le lieu de naissance pour un enfant atteint d'une pathologie cardiaque, d'une pathologie viscérale, d'une pathologie orthopédique. Et donc, c'est ça qui nous a motivés, ces 20, et pour certains d'entre nous, ces 30 dernières années. Alors, pourquoi ces lundis de la chaîne? Nous avions fait, à l'époque, avec Bernard Kouchner, le Club Tarnier. Et c'était un endroit où on réfléchissait. Il y avait Foucault, Glucksmann, et des gens qui nous... excusez-moi l'expression, mais qui étaient notre poil à gratter. Qui étaient... je dirais, avant de s'engager, il faut connaître le monde dans lequel on est. Et actuellement, je dirais, du temps des Boat People, et vous vous souvenez, c'était le dernier film que nous avions vu au dernier lundi de la chaîne, le monde était binaire et c'était, je dirais pas facile, mais ce qui caractérise l'ensemble des gens qui sont là, c'est leur engagement. D'abord, un engagement. Et quand ils sont ici, c'est aussi... Et pour nous tous, c'est essayer de réfléchir. Et dans ces lundis, nous avons eu des gens aussi divers que Jean-Louis Etienne, Éric Orsena, Monsieur Badinter ou Basbous, qui nous permettent de réfléchir à ce monde extrêmement difficile. Et après, de savoir notre engagement de cœur ou d'action, de partir à Kaboul, au Kurdistan, en Jordanie, au Congo, et dans bien d'autres endroits, puisque la chaîne est présente dans 32 pays, d'essayer de réfléchir ensemble. Alors, vous allez me dire, mais moi, pourquoi je suis ici? Et parce que c'est fondamental, je pense que dans la société, la justice est un des éléments fondamentaux, et je me souviens, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, et encore avec Bernard, il y avait Mario Bettati qui était avec nous, qui nous a tellement appris, qui nous a... Et donc, vous êtes ici, et vous voyez, cette affluence montre que beaucoup de gens sont d'abord heureux que vous soyez là, mais ça fait partie aussi de notre réflexion et de notre engagement. Alors, maître, merci infiniment d'être ici. Merci à vous. Lorsque il marche le micro, comment ça fonctionne? Lorsque Paul Naon m'a appelé pour m'inviter à venir ce soir, enfin pour m'inviter à venir ce soir, ça s'est fait après en fonction de nos agendas. Je savais ce que vous faisiez, je savais qui vous étiez. J'ai une incommensurable fascination pour les médecins. J'ai immédiatement accepté de venir. Je me retrouve ici ce soir parmi vous. D'abord, je vous salue toutes et tous. Soit je vous infligeais un discours de 40 minutes, suivi de questions, soit et c'est la solution que j'ai choisie, je réponds tout de suite aux questions que vous me poserez, sans tabou, normalement sans joker. Et je suis à votre entière disposition pour une autopsie du métier d'avocat, disséquer mon métier. N'ayez peur de rien, posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui vous motive à défendre des accusés difficilement défendables? Il n'y a pas d'indéfendable, d'infréquentable ou d'inguérissable. Celui que l'on opère ou celui que l'on défend, on ne le distingue plus à raison de sa race, de sa religion, de ce qu'il a fait ou pas fait d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est qu'un indéfendable. Mon métier, c'est de défendre un homme qui a des difficultés judiciaires. Alors si on décompose un peu, il y a ceux pour qui la culpabilité ne pose pas de problème, soit qu'ils reconnaissent les faits, soit que ce soit indiscutable, et ceux qui contestent la culpabilité qui leur est imputée. Il y a des causes qui sont indéfendables. Il n'y a pas un homme qui soit indéfendable. Et on ne peut pas concevoir la justice sans qu'il y ait une défense. C'est d'ailleurs tellement vrai que
le premier acte pacificateur après la guerre, c'est de rendre la justice. Après l'épouvantable période nazie, la première chose qui est faite par la communauté internationale, c'est le procès de Nuremberg. C'est-à-dire qu'on passe de la violence, de la barbarie à la justice. Et dans le procès de Nuremberg, il y a d'ailleurs des avocats. Et dans le procès de Nuremberg, il y a 3 types qui sont acquittés. Et dans le procès de Nuremberg, il y a des condamnés à mort, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas condamnés au maximum de la peine encourue. Il n'y a pas d'indéfendable. Et d'ailleurs, puisque tout se juge, tout se plaide. Et que l'on ne pourrait pas concevoir une société dans laquelle un homme ne soit pas défendu. Comme on ne pourrait pas concevoir un médecin qui ne souhaiterait pas soigner un alcoolique parce qu'il a bu. C'est-à-dire que l'avocat, il n'est pas le juge de celui qu'il défend. Il essaie de l'aider. Advocatus, en latin, ça signifie qui prête sa voix. Et moi j'ajoute qui prête sa voix à celui qui n'en a plus, qui est dans une forme de difficulté. Et celui qui frappe à la porte de l'avocat, il doit être défendu. Ou alors, on est dans un système dans lequel la défense n'a pas vocation à exister. Et je veux t'indiquer que la première chose que font les dictateurs, c'est d'interpeller les journalistes et les avocats. Et dans une société démocratique, on ne peut pas concevoir qu'il y ait une institution judiciaire sans qu'il y ait un avocat et sans qu'il y ait un avocat avec de véritables droits. Il y a des patients qui sont insupportables, qui sont, mais vraiment, vous dites, mais vraiment, et nous on a l'avantage, excusez-moi, mais qu'il y a un temps important d'anesthésie. Et je ne plaisante pas, je le pense profondément, et pendant l'anévrisme de la horte, vous avez 6 heures dans lesquelles vous faites le boulot pour lequel, mais pendant ce temps-là, mais vous, j'imagine, et en dehors du côté un peu plaisanterie de Carabin, il y a aussi, il y a quand même ce qu'on éprouve sur l'ignominie, sur la monstruosité ou le comportement humain, parce que quand même vous allez être amené à parler pendant des heures, et ça peut s'étaler sur des semaines, j'imagine, dans votre métier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où trop c'est trop? Évidemment qu'il y a quelques analogies, mais il y a effectivement quelques différences, dont celle-là, dont l'anesthésie salvatrice. Vous soignez, ou vous essayez de soigner une injustice originelle. C'est vrai que la maladie, c'est toujours une injustice. Nous, on peut intervenir pour quelqu'un qui a commis des actes répréhensibles, ignobles, monstrueux. Pour autant, Jacques Vergès avait une formule assez jolie. Il disait, on ne dit jamais d'un chien qu'il est inhumain. On ne peut le dire que d'un homme. C'est-à-dire que l'inhumanité de certains comportements est directement et indissiblement rattachée à l'humanité de ce que nous sommes. C'est notre part de lumière et notre part d'ombre. Mais ce que je crois, c'est qu'en général, on ne choisit pas la délinquance par hasard. D'ailleurs, je pense qu'on ne la choisit pas d'une certaine façon. Quoique, il y a une part de déterminisme et il y a évidemment une part de responsabilité, sans laquelle la notion même de justice n'aurait strictement aucun sens. Pour autant, je pense qu'on est d'abord le fruit de son histoire. Et moi, les types que j'ai vus commettre l'horreur sont souvent des gens qui ont connu l'horreur. Il n'y a pas de systématisation de cela, et là encore heureusement, et il y a des gens qui ont connu l'horreur et qui ne la reproduisent pas. Pour autant, dès qu'on rentre, j'allais dire, dans le détail, dès que l'on quitte les premières images, les premiers préjugés, on trouve toujours matière à dire quelque chose. Regardez, ce qui... alors évidemment, avec les époques, la gravité des infractions change dans l'opinion publique. Rappelons-nous par exemple que dans les années 42, une femme a été condamnée à mort et exécutée parce qu'elle s'était fait avorter. Aujourd'hui, c'est remboursé par la sécurité sociale. Il y a entre cette période et la nôtre peu de temps, il n'y a pas un siècle qui s'est écoulé. Ce qui aujourd'hui tient le podium de l'horreur, c'est la pédophilie évidemment. Mais là encore, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on est à la limite d'une délinquance
qui est une délinquance parce que la psychiatrie n'a sans doute pas suffisamment encore progressé. Il y a des mécanismes qui nous échappent. Comment un type peut être attiré par un enfant, éprouver du désir? Il y a des tas de gens qui n'ont pas à se réprimer parce que tout simplement ils n'ont aucun désir. Donc ça aussi ça s'explore, ça aussi ça se dit, ça aussi ça se plaide. Vous voyez, quand vous parliez de monstruosité, mais la première appréhension que l'on a d'un dossier, c'est d'abord un contact. En général, c'est avec les parents de l'accusé. Et moi j'affirme que la mère d'un accusé, mais quel qu'il soit, même si c'est Mera, la mère de Mera, on en reparlera peut-être, la mère, elle vous explique que son fils, c'est quand même quelqu'un de bien. Et puis, plaider pour quelqu'un, ça n'est pas justifier son geste. Et ça n'est pas justifier son acte. Vous allez parfois assurer la défense d'un homme dont vous savez qu'il sera, et légitimement, lourdement condamné. Parfois même, le procès n'a de sens que pour lui. La pédagogie judiciaire, ça n'est pas rien. Pour qu'il accepte le verdict à venir. Parce qu'il ne l'accepterait pas s'il n'avait pas été défendu. Et vous voyez parfois des gens, d'ailleurs, ça m'a toujours beaucoup touché, ça, dont on se dit, quand on a fini de plaider pour eux, que c'est la première fois qu'on disait du bien d'eux. Tout ça, c'est infiniment compliqué, c'est de la matière humaine, qui doit exclure forcément le manichéisme, dans une espèce d'approche de vérité. La vérité judiciaire n'existe pas, elle est plurielle, il y a des vérités qui coexistent. Le contraire de la vérité, ça n'est pas forcément un mensonge. C'est ça qui rend les choses, pardonnez-moi, extrêmement complexes et qui, nous éloigne d'une certaine façon de cette quiétude que vous évoquiez, parce qu'à un moment, le client peut être mis de côté et on est dans le cadre d'une intervention qui est technique, tandis que nous, on est toujours dans le cadre d'une intervention qui est humaine et qui est collée à celui qu'on défend. Mais moi, j'affirme que si on veut regarder les choses avec humanité, et l'humanité fait partie c'est un des mots de notre serment d'Hippocrate, on trouve toujours des choses à dire. Et vous, quand vous défendez des affaires, vous utilisez quelquefois les métiers. C'est l'impression que j'ai. Oui, mais pas comme ça. Si vous prenez l'affaire Mera, par exemple, je suis resté 5 ans sans dire un mot. Ouais, j'avais dit à France Info, je suis pas très fier de cette saillie drôlatique, mais j'ai pas pu m'en empêcher. La seule chose que l'on avait contre lui sur la complicité d'assassinat, c'est qu'il n'était pas très catholique. Bon. J'ai presque regretté, parce que voilà, j'ai lancé ça dans un couloir. Je n'ai jamais participé à une interview, et c'est rare que l'on me voie. Je suis un avocat médiatique et médiatisé, encore que 90% de mon activité n'intéresse pas les journaux. J'ai plaidé à Albi il y a 3 jours, dans une affaire importante, en tous les cas pour l'accusé. Il n'y avait pas un journaliste. C'est mon lot quotidien, ça. Puis de temps en temps, il y a une affaire médiatique, évidemment, dont on parle. Mais il y a plusieurs façons de faire les choses. Vous pouvez intervenir après, commenter. Moi, pendant et avant, je commente peu. Je ne veux pas de ça. Parce que ça génère, au fond, une prise à partie de l'opinion publique. Et je trouve scandaleux, dans le dernier bouquin que j'ai écrit, là, j'explique ce tour de table des chaînes d'infos continues, où il y a l'ancien flic, l'ancienne juge, Madame Bernard Requin, pour ne pas la citer. Pire que ça, un de vos confrères psychiatres qui raconte la personnalité du type qu'il n'a pas vu, ça c'est quand même fort, hein. Le diagnostic télévisuel, si vous voulez, c'est un truc qui est quand même effrayant. Puis un avocat qui parle des dossiers, le type il ne doit pas en avoir assez des siens pour aller parler d'un dossier qu'il ne connaît pas. On fait le tour de table, et il manque le fameux, mais là c'est sur une autre chaîne et pour une autre émission, tapez 1, il est coupable, tapez 2, il est innocent, et puis tapez 3, vous gagnez un voyage sur l'île du diable à Cayenne. Voilà. Donc ça, vraiment, je trouve qu'il faudrait que les chaînes d'infos continues s'autocensurent, ou qu'on légifère. Il est normal que les journalistes, évidemment, je parlais tout à l'heure des journalistes, et évidemment leur liberté nous est essentielle parce que c'est la nôtre, nous informent de l'interpellation, 4 mots sur l'accusation, 4 mots sur la défense, mais stop et fin. Ensuite, qu'on ne fasse pas une espèce de procès. Alors ça ressemble à un procès, ces tables rondes. J'ai revu, tout à fait par hasard, j'ai participé à une émission de Pradel qui s'appelle L'heure du crime sur RTL.
et on y évoquait le docteur Muller. Le docteur Muller a été 2 fois condamné à 20 ans avant d'être acquitté. Et il y avait une archive radiophonique où la journaliste expliquait, et elle avait raison, qu'un expert avait dit qu'il y avait en réalité l'utilisation de 2 armes. Et le journaliste disait, c'était son commentaire, 2 armes pour un suicide, il y en a une de trop, ce qui est parfaitement juste. Ouais. Sauf que, des années plus tard, l'expert qui avait dit cela a de façon expérimentale démontré qu'il s'était trompé. Et il a eu le courage, et c'est pas rien de le dire à la justice. En disant non, non, il n'y avait pas 2 armes, il y avait une seule arme, l'impact a été dévastateur, j'ai cru que, et c'est à tort, j'ai fait des tas d'expériences. Bon. Si l'on s'arrête sur cette archive, et c'est cela que je voulais vous dire, dans une chronologie qui est tout à fait particulière, parce qu'il y a 2 condamnations et un acquittement, si l'on s'arrête sur cette archive média, eh bien, c'est vrai que 2 armes pour un suicide, le journaliste a raison. Sauf que ça démontre qu'il ne faut pas aller trop vite dans ses conclusions. Les 2 affaires dont on a beaucoup parlé, là, c'est l'affaire de la petite Maëlys et l'autre affaire, les types sont condamnés à l'avance. Moi, je ne dis pas qu'ils sont innocents, j'en sais rien. Je dis que le temps médiatique et le temps judiciaire ne sont pas les mêmes, et que je préférais l'ancienne époque où les journalistes racontaient le fait divers et puis attendaient la relation qu'ils avaient à faire du procès. Voilà ce que je pense. Je voulais continuer sur cette question et vous poser vous savez, il y a des mots magiques, et en médecine on en a. Il y a un mot, le dossier du patient, c'est quelque chose il y a le secret médical. Et alors, on entend en permanence parler du secret de l'instruction. Et on a l'impression que ce secret est... Alors, les fuites, ou je ne sais pas les termes qu'il faut employer, elles sont faites par quelqu'un qui, je dis une secrétaire, ou je ne sais pas, ou un greffier, ou alors c'est l'avocat, comment on a l'impression qu'instantanément, on ne sait pas qui utilise qui et qui utilise quoi. Oui, on sait bien. Le problème, c'est que, je vous explique. Quand c'est une violation du secret d'instruction qui est faite par un avocat, si jamais une enquête est ouverte, ça fonctionne à tous les coups. Et l'avocat est assez maltraité d'ailleurs. Il est arrêté. Moi, je connais des confrères à qui on a passé les menottes. Par le Conseil de l'ordre ? Non. Le Conseil de l'ordre n'a rien à voir là-dedans. Il sera saisi éventuellement ultérieurement. Non, par le juge d'instruction qui enquête sur la violation du secret d'instruction. En revanche, quand c'est un policier, un procureur ou un juge d'instruction qui viole le secret d'instruction, une plainte ne marche jamais. Jamais. Alors, on va prendre quelques exemples. L'affaire Sarkozy, celle de la Libye pour laquelle l'ancien président vient d'être mis en examen. Je vois une tablée là, médiatique, chaîne d'info continue, tout le monde vient papoter de ce dossier, personne ne le connaît, il y a un avocat qui est invité, voilà, il y a un policier, voilà. Il y a un journaliste du Monde qui dit moi j'ai vu une partie de ce dossier. Mais là vous les oreilles vous en tombent, enfin. Non? Ben oui, il dit ça, c'est tout à fait normal. Alors, qui lui a filé le dossier? Bon, à qui profite le crime? Voilà la question qu'il faut se poser. Fillon, pleine campagne présidentielle. Je dis que ce sont les juges qui ont fait l'élection présidentielle dans notre pays, et que c'est extrêmement inquiétant. Mais je ne dis pas que Fillon est innocent, sans dire qu'il est coupable, j'en sais rien. Et je ne suis pas son avocat. Mais je constate quand même que les PV essentiels sont filés à 2 journalistes du Monde, Davé et L'Homme. Mais qui les donne? Ben, c'est les juges. C'est le parquet national financier, c'est les flics. Il n'y a pas 40 solutions. J'avais dit aux journalistes du Monde qui m'ont dit secret des sources, là, sur un plateau de télé, je leur ai dit, mais c'est quand même pas la femme de ménage qui a piqué les PV pour vous les donner. Il faut être sérieux. Bien sûr. Alors on dit de ces juges qu'ils sont discrets, qu'ils ne sont pas, alors pour le coup, médiatiques. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas médiatiques, mais ils ont de bons contacts. Hein. Mediapart, c'est pareil.
Alors Mediapart, c'est quand même extraordinaire ce nouveau journalisme. Mediapart s'autorise une lettre au procureur de la République de Paris pour demander des poursuites contre le Cahuzac. Mais depuis quand on a vu qu'un journaliste demande des poursuites contre un homme? Et là, ils font des vidéos dans lesquelles ils expliquent qu'ils ont bien fait leur boulot. Bon, d'abord, c'est un exercice d'une rare immodestie, mais c'est quand même extraordinaire. Ces gens-là ont... moi, je suis l'avocat de Djouri depuis peu de temps, Alexandre Djouri. Mediapart a donné des éléments de la perquisition faite chez Djouri en Suisse. Il faut quand même qu'on m'explique comment ils ont obtenu les trucs. C'est pas moi qui les ai filés, j'ai pas le dossier. Pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas mis en examen, donc il n'y a pas d'avocat, etc. Donc qui a donné ça? C'est le juge, ou les juges, ou le greffier, ou le parquet national financier, ou la police. Mais qui voulait que ce soit d'autre? Et je vais déposer une plainte qui est en cours de rédaction, et je peux vous dire dès à présent qu'elle n'aboutira pas. On va le faire pour la beauté des principes, vous voyez? La beauté du geste. Oui, mais une fois que vous avez dit ça... C'est la poésie de ce métier. Si vous prenez de la hauteur par rapport à ce temps que nous vivons, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un risque sur l'exercice même de la justice? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dévoyées, qui fait qu'à un moment, les chances ne sont plus égales par rapport à ce que la loi le détermine? Mais évidemment que c'est dévoyé, parce qu'il y a d'abord il y a un tribunal judiciaire qui intervient à l'instant T, puis il y a le tribunal de l'opinion publique. Et dans ces affaires particulièrement sensibles politico-financières, naturellement qu'il faut être extrêmement attentif. C'est comme toutes ces histoires où allègrement on viole la présomption d'innocence. Ça donne un journal qui, pour se lancer, il s'est lancé dans le mur d'ailleurs, accable à Nicolas Hulot contre lequel il n'y a pas l'ombre de l'once d'une procédure judiciaire. Ah ben, c'est quand même extraordinaire. On peut briser une vie avec ça. Gratuitement, sans rien. Puis après, il y a Darmanin, c'est exactement la même chose. Sur le plan judiciaire, il n'y a rien. Vous savez, moi, j'écris aussi que toutes ces histoires de hashtag ton port, là, tout ça, ça procède un peu du même... de la même... comment dirais-je? De la même époque. Tout ça, ça libère la parole des femmes, c'est merveilleux, mais que la parole des femmes se libère devant l'autorité judiciaire, qui est le véritable réceptacle de cette parole, pas devant le tribunal de l'opinion publique, parce que n'importe laquelle peut dénoncer n'importe qui. Alors, s'il y a, me direz-vous, parce que c'est très efficace, 99% de déclarations qui correspondent à la réalité, il reste 1% de déclarations mensongères, et le 1% qui est concerné, si c'est vous, si c'est moi, c'est une catastrophe. C'est livrer l'honneur des gens aux chiens, pour reprendre la vieille expression de François Mitterrand. C'est extrêmement dangereux tout ça. Il faut voir les dérives qu'il y a eu, et qu'il y aura forcément encore, que la justice améliore les conditions de réception, j'allais dire les conditions de réception matérielle des femmes qui ont à se plaindre de comportements scandaleux. Oui, dont acte, ça c'est très très bien, mais que par le truchement des réseaux sociaux, vous avez vu ce que sont devenus les réseaux sociaux. Enfin, moi je les ai découverts dans l'affaire Mera. Je pratique peu, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de Twitter, je veux pas avoir 2422 amis, j'en ai une dizaine, et ça me va merveilleusement bien. Et nom de Dieu, autrefois, ce qu'on pouvait raconter dans un bar, ça tombait au pied du comptoir, et puis ça restait là, c'était balayé le lendemain matin. Maintenant, c'est repris, c'est amplifié, c'est diffusé. Les mecs qui font ça, d'abord, n'ont rien d'autre à faire. Moi, je suis sidéré qu'il y ait des gens qui ont envie voilà, ils portent des pseudos à la con, genre Motard 59 ou Faucon 75. Ils sont distraits au point de ne jamais signer leurs lettres. On est en pleine délation. La délation, bon sang, comme c'est efficace. D'ailleurs, il y a une loi récente, je vous l'indique, là, qu'on a laissé passer, qui a été prise sous l'ancienne législature. On peut balancer son voisin pour des raisons fiscales, et non seulement on le balance, mais on peut même toucher des sous en l'ayant fait.
Voilà, et maintenant, ces balances, on les appelle des donneurs d'alerte. C'est-à-dire qu'ils ont gagné leur lettre de noblesse. Alors là encore, c'est très très efficace, c'est magnifique. Mais je trouve que c'est assez dangereux. Voilà. J'en reviens aux journalistes, parce que je vous ai vu défendre une femme de... C'était à... On n'est pas couché. Il y a un mois à peu près. Ouais. Je vous ai vu défendre... tu as vu? Donc c'était l'adjointe de Laurent Wauquiez, c'est ça? Et donc vis-à-vis de la journaliste qui était extrêmement agressive. Et c'est cette agressivité qui m'avait choquée. Je crois qu'elle vous a choqué aussi. Oui. Oui, mais c'est quoi la question, madame? Quelle est votre question? La question, c'était si les journalistes... Vous pensez que les journalistes ont le droit d'être agressifs comme ça, comme ils étaient? Paul. Non, mais d'abord, vous savez, madame, je ne crois pas, moi... enfin, les journalistes, les médecins, les avocats, les juges, ce sont, au fond, de singuliers pluriels. Parce qu'il y a autant de médecins... Il y a autant de médecine qu'il y a de médecins. Il y a autant d'avocats, il y a autant de barreaux qu'il y a d'avocats. Les journalistes, il y a des journalistes merveilleux, elle dit qu'ils font mal leur boulot. Elle, d'ailleurs, elle ne se prétend pas journaliste. Et alors elle me dit, mais vous m'agressez, je ne suis pas journaliste. Mais elle prend quand même la place d'une chroniqueuse, là, en l'occurrence. Bon, je trouve que c'est mal tenu, je lui ai dit, un extraordinaire. Ouais. Elle n'a pas volé, quoi. Non. Bonsoir. Oui. Non, je reviens sur la communication des informations faites par le parquet ou par la police ou par les juges d'instruction. Alors on comprend que pour les journalistes, c'est effectivement très avantageux parce que ça fait vendre. Mais ma question, c'est quel est l'intérêt du parquet ou de la police de donner ces informations? Ben, il est multiple, madame, l'intérêt. D'abord, vous éveillez l'attention sur la situation de tel ou tel, vous pouvez amener des gens à alimenter cette information. Des délateurs, ou des témoins, ou des gens qui souhaiteraient dire un certain nombre de choses. Ensuite, il y a une forme de légitimation du travail de ces magistrats qui donnent un certain nombre de pièces pour expliquer qu'ils ont raison d'aller vers telle direction. Et puis enfin, il y a, moi je suis très inquiet de cela, selon moi, une nouvelle race de juges qui se met en place, qui s'est affranchie d'un certain nombre de règles, et certains d'entre eux ont envie de se faire tel ou tel, oui. Politique, personnalité connue, etc. Oui, oui, je pense ça. Et certains magistrats me disent que j'ai raison. Ils le disent avec beaucoup de prudence, parce que les magistrats sont tenus à une obligation de réserve. Mais moi, je vois une transformation entre ce que j'ai connu et ce à quoi j'assiste aujourd'hui. Moi, j'ai connu une époque où les avocats et les magistrats se parlaient encore et se respectaient. Et aujourd'hui, je trouve que ce n'est plus le cas. Et d'ailleurs, il suffit d'aller voir le nouveau palais de justice que l'on va bientôt inaugurer. C'est une espèce de Fort Knox, dans laquelle, pour prendre rendez-vous avec un juge, il faut obtenir un mail. Alors moi, je suis totalement incapable de faire ça. Rentrer le mail dans une carte magnétique qui permet l'accès à je ne sais pas quoi. Il y a pratiquement des couloirs réservés aux juges, des couloirs réservés aux avocats. C'est-à-dire que bonjour monsieur le juge, comment ça va? Bonjour maître, on pourrait se voir 10 minutes, c'est fini. C'est plié. Et que ça se tend de plus en plus. Et que ces juges-là ne respectent absolument pas le contradictoire qu'apporte l'avocat. L'avocat, au fond, c'est un empêcheur de juger en haut. Et c'est dans ce paysage judiciaire quelqu'un d'insupportable. Parce qu'il dit, mais là, vous pouvez avoir tort, vérifiez ça, vérifiez ci, je ne suis pas d'accord avec vous. Et les grands juges prennent l'avocat comme une sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que lorsque le contradictoire de l'avocat est passé, le juge peut être assez rassuré, au fond. Vous comprenez, le juge, il travaille, il est intelligent, il a une idée du dossier. Et quand l'avocat dit « mais peut-être que là vous vous trompez », le grand juge dit ben, « je vous écoute ». Ça l'intéresse beaucoup. Ce qui l'intéresse, c'est de ne pas se tromper. Et puis vous avez les autres, les obsessionnels, et pour cela, tout ce que représente l'avocat dans sa contradiction, qui est
comment dirais-je, sa mission consubstantielle, eh ben, ceux-là sont très dérangés par l'ombre de l'once d'une contradiction. Vous avez le juge qui vous dit « Asseyez-vous, je voudrais qu'on parle de cela ensemble », et puis vous avez le juge qui vous dit « J'ai rendu mon ordonnance, si elle ne vous convient pas, faites appel ». Ouais. Et il faut le voir au quotidien, ça. C'est très très curieux, d'ailleurs, comme les gens n'appréhendent pas la façon dont la justice est rendue dans notre pays. Ils l'imaginent, la justice, ils la rêvent, souvent idéalisée, et ils ne savent pas combien de gens me disent « Je ne pensais pas que c'était comme ça. Je ne pensais pas que c'était comme ça une garde à vue. Je ne pensais pas que c'était comme ça un contact avec le juge, etc. etc. » Alors, il y a toujours des exceptions. Et moi, dans tout ce que j'ai pu écrire ou dire, j'ai toujours nuancé. Il y a le bon juge, il y a le mauvais juge. Et d'ailleurs, pour reprendre l'analogie de tout à l'heure, je dis souvent, mais en matière de justice, c'est comme quand vous faites un malaise sur la plage. Si vous tombez sur un bon médecin, le premier interne, le premier qui vous reçoit, vous êtes sauvé. Si vous tombez sur un cono, vous êtes cuit. Et c'est exactement la même chose en matière de justice. À la lettre J, dans mon bouquin Justice, j'ai mis c'est d'abord la signature de ceux qui la rendent. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez ou que vous refusez de défendre un prévenu? Autrement dit, est-ce que vous posez des conditions avant d'accepter un dossier? Bien sûr. La première, c'est l'intérêt que je porte à l'affaire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai été sollicité pour intervenir dans une affaire de droit maritime. J'ai évidemment décliné. Donc l'intérêt que je porte à l'affaire. L'agenda, évidemment, parce que on ne travaille jamais dans l'immédiateté, nous. On a les affaires que l'on plaide aujourd'hui, on les a rentrées il y a 18 mois, la justice prend du temps, parfois 3 ans, parfois 3 ans et demi, etc. L'argent, évidemment, parce que je vis de mon métier. Et puis, quoi d'autre? Et puis voilà. La personnalité du prévenu? Non. Non. Alors... sa sincérité, notamment. Non, mais je m'en fous de sa sincérité. Alors, c'est une autre question. Ça va me permettre de régler ça tout de suite, parce que il n'est pas possible que l'on soit autour d'un avocat sans que cette question intervienne. La vérité, la sincérité, la culpabilité. Donc, on va faire, grâce à vous, c'est ça, un tour d'horizon. Il y a des clients qu'on trouve éminemment sympathiques et des clients qu'on aime moins. Évidemment, c'est comme dans la vie, ça. Hein. Bon. Moi, je veux pouvoir conserver une certaine liberté quand je défends quelqu'un. Le client ne me fera pas plaider ce que j'estime ridicule. Ni ce qui le met en danger, ni ce qui me met dans une position stupide, ridicule, intenable. Donc là, il y a un échange. Je dis, écoutez, monsieur, ça ne peut pas marcher, votre truc, ça. Vous n'êtes pas crédible. Moi, je ne plaiderai pas un truc comme ça. Donc, soit il me laisse un peu de latitude, soit il ne m'en laisse pas. Et s'il ne m'en laisse pas, on peut aller jusqu'au clash, jusqu'à la rupture. C'est pas anormal, ça. Je vais vous raconter une petite anecdote, là, parce qu'on a le temps, puis on est bien, puis on est entre nous. Un jour, je vais à Nice, puis j'ai un client qui est un voyou. Et il me dit... je suis accusé de 5 braquages, mais c'est un travail de la police. Bon. Il me dit, allez voir les photos, vous allez voir, maître, c'est pas moi du tout, vous allez voir. Bon. Alors, je quitte la prison de Nice, puis je vais au palais de justice. Et là, la juge m'accueille et me dit, regardez les photos, vous allez reconnaître votre client. Donc, je regarde les photos, et effectivement, je dois la vérité dire que je le reconnais. Et là, la juge attend de moi une espèce de confirmation. Ce que, évidemment, je me refuse à lui faire ce cadeau. Je dis, bon. Sachant quand même que l'individu qui était en photo était perruqué. Bon. Donc je reviens à la prison, puis je lui dis à ce type, je lui dis, écoutez, vous allez être acquitté, c'est une certitude. Et il me dit, ah bon? Ouais, mais je lui dis, à une condition quand même, il faut que votre jury soit majoritairement aveugle. Parce que, clairement, c'est vous. Et comme ce type est un type intelligent, il se marre, ça le fait rire. Et ma franchise le désarçonne un peu, puis on choisit naturellement de plaider coupable. Mais imaginez que cet homme m'ait dit, ah non, pas du tout, je persiste, je suis totalement innocent, etc.
Pour moi, c'était injouable, c'est une question de crédibilité. Bon. L'autre histoire, dans les affaires... moi, je ne veux pas défendre de cause. Hein. Vraiment, je suis très attaché à ça. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Je ne peux pas défendre Mera s'il me demande de défendre l'islamisme radical. Ouais, ça va de soi, mais il y a eu... vous savez, dans les amalgames qui ont été faits, notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu ce type de conneries décrites. Et évidemment... mais sans aller jusqu'à l'islamisme radical, il y a des prises de position que je ne pourrais pas avoir. Je pourrais défendre un négationniste, mais jamais un négationniste qui me demanderait de soutenir que les chambres à gaz n'ont pas existé. Pour moi, c'est impossible, ça. Alors ensuite, vous me parlez de la sincérité, Moi, je me moque de la vérité. Je le dis très clairement, c'est pas mon objectif. La vérité pour moi, je parle dans les situations dans lesquelles un homme dit qu'il est innocent. Dans cette situation-là, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'existence ou non de preuves. Alors, me direz-vous, j'anticipe un peu, oui, mais la morale voudrait, d'accord, dont acte, mais moi, je ne suis pas son directeur de conscience, je ne suis pas son guide spirituel, il se débrouille quand il se regarde le matin dans une glace, s'il est coupable et s'il a été acquitté. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon métier, c'est le métier du juge, de ne pas se tromper, de dire la vraie vérité, ce n'est pas le mien. Et d'ailleurs, ça va très loin tout ça, parce que je revendique pour un accusé le droit au mensonge. Mais, non pas que je fasse l'apologie du mensonge, mais à partir du moment où on est dans un système qui, fort heureusement, n'impose pas à l'accusé la démonstration de son innocence, c'est-à-dire je peux mentir, il impose en réalité notre système que ce soit le procureur qui rapporte la preuve de la culpabilité. Et si on interdit à l'accusé de mentir, alors évidemment, le système de la charge de la preuve est inversé. Et sur le terrain des principes, on ne peut pas toucher à cela. Ce qui fait que, vous avez raison, il y a parfois des gens qui sont acquittés alors qu'ils sont coupables. C'est ce que Voltaire a écrit à propos de l'affaire Calas, il vaut mieux acquitter 100 coupables que de condamner un seul innocent. Et au fond, quand la justice acquitte un coupable, c'est une forme de démonstration de vitalité. Alors sur le plan moral, évidemment, il n'y a pas de discussion possible, mais tant que la justice acquitte de temps en temps un coupable, ça doit vouloir dire qu'elle ne condamnera jamais un innocent. C'est un peu ça l'esprit. L'esprit, c'est pas de preuve, pas de condamnation. Et quand moi je regarde ce que j'ai plaidé, il y a des affaires, 10 ans après, je me dis, est-ce que le type était coupable? Est-ce qu'il était innocent? Ça me faisait penser qu'il était coupable. Ça pouvait me faire penser qu'il était innocent. Mais sans avoir la réponse, je me suis toujours dit, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que si j'avais été juge, je l'aurais acquitté. Voilà. Un peu ce que vous... Ce qui veut dire que vous ne savez pas toujours... Non, je ne sais jamais. Si le prévenu est coupable ou pas. Non, je ne sais jamais, sauf quelques exemples comme celui-là, sauf le type dans une histoire de braquage, vous lui dites, écoutez, je vais demander au juge une confrontation avec les témoins du braquage, et le type, il vous dit, pas très envie, enfin, là, vous comprenez que... Ouais, vous voyez, mais c'est de l'ordre du non-dit davantage que de l'ordre du... Maître, je vous dis que je suis coupable, mais sauvez-moi. Ça n'existe pas parce que, à la fois, il vous distingue du juge, mais en même temps, vous appartenez au sérail, et le type, il ne fera pas une confidence comme il le ferait à un complice. L'idée que nous savons la vérité, non. On la pressent parfois, oui, c'est vrai, mais moi, ce qui m'importe, une fois encore, hein, c'est véritablement de... Comment dirais-je? Est-ce qu'il y a des preuves ou pas de preuves? Maintenant, je dois vous dire que je n'ai jamais été confronté à la situation dans laquelle on serait en présence, par exemple, d'un assassin d'enfants avec un dossier litigieux et des éléments qui me permettent de penser qu'il est réellement coupable. J'ai jamais été confronté à ça. Jamais. Alors, je ne sais pas comment je pourrais réagir. Ce que j'ai vu, c'est des histoires de vol à main armée, des choses de cette nature, et puis des petits mots comme ça, des petites hésitations, des petits... qui font penser à l'avocat que, évidemment. Mais jamais je n'ai vu un type me dire voilà, écoutez, je suis coupable, allez-y, défendez-moi. Ou alors dans des affaires, mais qui ne sont pas des affaires criminelles, dans des histoires de
de conduite. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bon, ça... Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, quand vous êtes avocat de la défense, notamment dans des affaires liées au terrorisme, notamment dans l'affaire Mera, comment vous fixez vos limites par rapport aux victimes dans votre plaidoirie? Ben, ma plaidoirie, je viens de la publier intégralement. Je ne suis pas venu pour faire de la pub pour mon bouquin, mais il s'avère que... Non, je vais vous expliquer. Et j'ai tenu à la publier de la même façon que j'ai tenu à faire le film qu'on a réalisé avec Jamel Ben Salah, qui a été diffusé après, pour expliquer ce qu'était la défense, comment on a travaillé, etc. Mais la limite, d'abord, si vous voulez... je ne sais pas si vous avez entendu l'interview Demeurant, quand Demeurant m'a reçu sur Inter après la Mera. Hein. Bon. Il m'a reproché, Demeurant, d'avoir dit à la mère de Mera que c'était une mère et que son fils était mort. Ce que j'assume, mais complètement. Puis Demeurant a voulu, mais il a reçu une volée de bois vert, il me disait, mais la tétine, vous savez que Mohamed Merah a tué les enfants de l'école, et l'un des enfants avait une tétine dans la bouche. Et donc il m'a dit de façon récurrente, la tétine, comme s'il était le seul à être ému par cela, et comme si moi ça me laissait totalement indifférent, de glace. Et de glace morbide. Moi, j'ai un infini respect pour les victimes. Mais comment en serait-il autrement, d'ailleurs? Vous savez, des gens qui sont meurtris par un indicible et un légitime chagrin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, mais non, mais j'y réponds. J'y réponds. On ne touche pas à cela. Quand les victimes, je ne parle pas de leurs avocats, qui pour certains d'entre eux ont été d'une rare indécence, mais quand les victimes sont venues, vous ne posez pas une seule question. Qu'est-ce que vous voulez mettre en doute? Leur chagrin? Non. Donc on ne dit rien aux victimes. On les respecte, et on sait parfaitement qu'en se levant pour un Abdelkader Mera, qui a été à tort présenté comme le complice de son frère, il est là... dans le box, Abdelkader Mera, parce que l'autre s'est fait tuer. Et qu'il fallait offrir aux victimes un coupable. Je dis un faux coupable. Et je sais, quand je vais me lever, les premiers mots que je vais prononcer, c'est une offense pour les victimes. Pas pour toutes, d'ailleurs. Pour certaines d'entre elles. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a parmi les victimes des gens qui, le matin, m'attendaient, me saluaient, parlaient avec moi. Et je les saluais, je parlais avec eux, parce qu'ils avaient compris que je faisais mon métier d'avocat. Il y a un gamin, je vais vous raconter, je descends les marches de la cour d'assises de Paris, il y a un jeune homme qui les monte, il porte la kippa, puis il me dit, il m'insulte. Il me dit, mais comment c'est à cause de mecs comme vous, si le terrorisme, etc. Je dis, écoutez jeune homme, je vais vous expliquer quelque chose. Prenez une arme, prenez un calibre, allez tuer Abdelkader Mera dans le box. Parce qu'il y a deux solutions. Soit vous acceptez le rituel judiciaire, et vous vous y soumettez. Et dans ce rituel judiciaire, il y a un type qui va se lever, moi en l'occurrence, pour défendre cet homme. Soit vous ne l'acceptez pas, vous faites vos règles, vous avez le droit, mais ne me parlez pas. Ne me dites pas ce que je ne dois pas faire, parce que je le ferai. La limite, c'est la limite de la décence dans la vie. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Et alors ensuite, je sais, parce que j'ai vu tout ça, qu'il y a des victimes qui sont allées dire que j'aurais pas dû dire ci, ou pas dû dire ça, etc. Oui. Mais comment on peut faire le reproche à ces gens-là, qui sont dans le chagrin total, de ressentir ce qu'ils ressentent? Parce que je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Les victimes, vous ne pouvez pas leur demander l'impartialité. Elles ne sont pas dans l'impartialité, elles sont dans le chagrin le plus absolu. Moi, je comprends en tant qu'avocat que ce soit difficile. Ce que je me suis fixé, moi, comme règle, c'est de ne pas évoquer leur chagrin, de leur dire que je leur respectais, ce que je pensais profondément, et ensuite de faire mon métier d'avocat et de défendre Mera. Et de ne pas être impartial, non plus. Mais bien sûr, mais je suis mais vous avez raison,
Je suis une des parties au procès, moi. Celui qui doit être impartial, c'est le juge. Et c'est difficile pour le juge, d'ailleurs, face à autant de chagrin, d'être à équidistance entre les victimes et l'accusé. C'est très compliqué, ça. Il faut vraiment avoir de grands juges pour que l'on se départisse de ce que l'on a appelé, à propos d'autres dossiers d'ailleurs, la dictature de l'émotion. C'est tellement compliqué. Et ça a généré dans notre esprit tellement de difficultés. Je vais vous dire quelque chose. Je digresse un tout petit peu, mais je veux vous dire ça parce que j'ai lu ça cette semaine et ça m'a beaucoup choqué. Ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette affaire, c'est que, au fond, le but du terrorisme, c'était de nous faire perdre nos repères et c'était que nous ne vivions plus comme nous avons choisi de vivre ensemble. Dans notre relation avec la démocratie, dans la relation que les hommes ont avec les femmes et les femmes avec les hommes, dans, voilà, tas de choses qui chagrinent, c'est sauvage. J'ai dit, si on ne respecte pas les règles, et en particulier la règle qui veut que le doute profite à l'accusé, eh bien alors les terroristes ont gagné. Et c'est un recul. Parce que ce qui distingue la civilisation de la barbarie, c'est la règle de droit. J'ai vu cette semaine, je suis effaré par ça, un sondage auprès de jeunes gens qui disent que les gens de Charlie Hebdo l'ont un peu cherché, contrairement aux gens du Bataclan. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et regardez quel recul. Moi, je vous fais une confidence, j'aime pas l'humour de Charlie Hebdo. Je l'ai jamais aimé. Je trouve que l'adjudant Cronenbourg qui sodomise Sœur Emmanuel, moi, ça me fait pas marrer. Bon. En même temps, on n'est pas obligé de l'acheter. Et en même temps, dans notre état de droit, on consacre le droit au blasphème. Moi, j'aime pas le blasphème. Voilà, ça me gêne. Quand on se fout du pape, quand on se fout d'un... Ça me dérange. Ça me dérange, parce que je pense que ça peut heurter des susceptibilités. Mais en revanche, nous sommes dans une société où le blasphème existe et où il a sa place. Voilà. Et bien que des gamins disent, ils l'ont un peu cherché cela, alors que les autres pas du tout, c'est un recul considérable de nos libertés. C'est comme ces Français qui disent, eh ben moi, nous acceptons à 80% d'être placés sous écoute, parce que nous n'avons rien fait. Moi je dis, c'est justement parce que j'ai rien fait que j'ai pas envie d'être placé sous écoute. Et il faut être extrêmement vigilant, parce qu'on a des réflexes qui ne sont plus des réflexes, les bons réflexes, et que l'on accepte une autocensure, là, par exemple. Ces gamins, ils ont accepté une autocensure. Et ben les terroristes ont gagné. Au fond, c'est ce qu'ils voulaient. En tuant les gens de Charlie Hebdo, ce qu'ils voulaient, c'est interdire le blasphème. Ben les mômes, certains d'entre eux, ils disent, c'est un fort pourcentage d'ailleurs, hein, nous, on considère que... Ben, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut exprimer. Et tout ça, franchement, ça n'a rien à voir avec le chagrin des victimes. C'est-à-dire qu'on peut exprimer ça sans... Moi, ce qui m'a blessé là-dedans, dans cette affaire Mera, c'est le comportement de certains avocats, que j'ai trouvé franchement dégueulasse, totalement indécent. Ils étaient dans la surenchère. Enfin, des questions, écoutez, on a eu Abdelkader Mera, est-ce que vous êtes circoncis? Ouais, on a eu ça hein, comme question. Je constate que quand vous vous levez, vous tournez vers la Mecque. Tu vois, le mec, il se levait, il se tournait. Alors là, le président a dit, mais attendez, non, il se tourne vers la cour. Ben, il s'avère que la cour tournait le dos à la Mecque. Mais ça, hein, c'est comme ça. On a eu un de mes confrères qui dit est-ce que quand on est musulman, on a le droit de mentir? On parle d'une question à la con. Alors, moi, je me suis levé, je lui ai dit mais moi, en 34 ans d'exercice professionnel, j'ai jamais vu un musulman mentir. Donc ça les a fait sourire un peu, enfin jaune. Et là, je lui ai dit mais vous faites de la politique, vous êtes avocat, mais vous faites de la politique, vous n'avez jamais menti à la mairie de Paris? Bah, vous voyez, des dérapages, quoi. C'était... Bon, et puis alors eux, ils allaient de façon récurrente là, dans les chaînes d'infos continues, même la veille du délibéré d'ailleurs. Alors qu'ils n'avaient aucun écho contradictoire, parce que moi j'avais refusé d'y être. Voilà, je me suis un peu éloigné de votre question, mais pour vous dire qu'il y a bien sûr les victimes dans le procès pénal, qu'elles ont beaucoup de droits, évidemment, mais elles n'ont pas tous les droits. Et si on consacre l'idée que le procès pénal, c'est devenu le procès des victimes, exclusivement consacré aux victimes, pardon, eh ben, je trouve que là encore, on y a beaucoup perdu sur le terrain de nos principes. Pardon pour cette digression.
Marc Gauthier, tout à l'heure, vous évoquez la tendance funeste des juges à balancer de l'information, et éventuellement dans le but de se payer une tête ou l'autre. Dans ces conditions-là, quelle est votre position sur l'indépendance du parquet, qui est revendiquée depuis des dizaines d'années, et j'avoue que je ne sais plus quoi penser moi-même. Moi, je suis totalement contre l'indépendance du parquet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si le parquet est indépendant, il y aura autant de politique pénale qu'il y a de procureurs. Or, la politique pénale, elle doit être homogène. C'est le gouvernement qui décide de la politique pénale, le garde des Sceaux, et les procureurs qui exécutent. Alors, pour ne plus qu'il y ait de dépendance avec le parti politique, avec pardonnez-moi, le parti majoritaire, le parti au pouvoir, on avait envisagé de créer un procureur de la nation. Ce qui n'était pas une mauvaise idée. Mais somme toute, moi je ne suis pas, de ce point de vue-là, contre le système actuel, parce que démocratiquement, si on est contre la politique pénale conduite par les procureurs, ben, on le dit dans les urnes. C'est assez démocratique. En revanche, je trouve scandaleux que nous n'ayons pas encore réussi, dans notre pays, à à séparer le siège du parquet. Quand vous allez devant la cour d'assises, ce qui vous frappe tout de suite, c'est le mot d'un président de cour d'assises qui s'appelle Coujard. Vous vous rendez compte tout de suite que le président, qui est l'arbitre, porte la même robe que l'un des joueurs. C'est le seul sport où ça existe, ça. Ils rentrent par la même porte, ils sont allés à la même école, ils rentrent par la même porte, ils portent la même robe, ils sont à la même hauteur. Et ce que l'on appelait autrefois, c'est le mot d'un avocat célèbre, une erreur de menuiserie, c'est aujourd'hui devenu une volonté, parce que dans le nouveau palais de justice, la création ultra-moderne, le parquet est toujours en hauteur, et l'accusé et son avocat 2 mètres plus bas. Donc moi, je suis pour le maintien d'un lien fort, hiérarchisé entre le garde des Sceaux et le parquet, mais en revanche, je suis totalement contre cette espèce de proximité entre le parquet et le siège. Je suis pour que les procureurs aient une robe différente de celle des juges du siège. Sur le plan de la symbolique, c'est pas rien, hein, quand vous êtes accusé aux assises. Vous voyez votre avocat qui est 2 mètres plus bas, là, et puis les 2 autres qui portent la même robe, qui rentrent par la même porte. Il y a quand même de quoi avoir la trouille. Symboliquement, ça n'est pas rien. D'ailleurs, dans les juridictions de droit anglo-saxon, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans les juridictions internationales, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et non seulement cela, mais le siège peut aller au parquet, peuvent sauter d'une branche à l'autre. Du parquet, on passe au siège, et ça donne des situations qui sont absolument incroyables. Vous avez aussi le fait que c'est le corps le plus endogame de France, où on se marie le plus entre soi. D'ailleurs, un jour, j'avais dit ça, et le procureur général de Douai a failli me poursuivre. Et j'ai été sauvé, parce que comme quoi le hasard fait parfois bien les choses. Monsieur Dobkin, qui était le directeur de l'École nationale de la magistrature à l'époque, a dit exactement la même chose que moi, dans un autre hebdomadaire. Et donc j'ai écrit au procureur général pour lui dire que s'il avait l'idée funeste, pour reprendre ce mot, de me poursuivre, et il devrait également poursuivre Dobkin, qui serait assis à mes côtés sur le banc de la correctionnelle. Eh bien, figurez-vous que nous n'avons ni lui ni moi été poursuivis. Bon. Donc voilà, tout ça, c'est des choses à réformer. Vous avez par exemple le juge d'instruction qui est marié avec un procureur qui est en appel. C'est un peu chagrinant tout ça. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner 1000. On a beaucoup de monde en France avec ça. Vous avez un substitut du procureur de la République pendant une quinzaine d'années qui passe au siège, qui devient juge du siège, et qui devient président du correctionnel dans une autre juridiction. Et son ancien chef arrive dans cette autre juridiction aussi. C'est-à-dire qu'il requiert devant quelqu'un qui a été son subordonné pendant 20 ans. Je trouve que c'est un peu inquiétant. Ben, il n'y a rien à dire. Puis après, il y a des histoires personnelles que je ne peux même pas vous raconter. Enfin, personnelles. Je vais vous en raconter une. Une substitut du procureur de la République qui requiert enceinte devant le président, qui est le monsieur qui l'a engrossé.
Ben, quand vous êtes justiciable, voilà. Et des choses comme ça existe. Et on trouve dans la magistrature que c'est des choses qu'il ne faut pas toucher. C'est finalement la normalité. Et il y a un monsieur formidable qui s'appelle Jorda, il a été procureur général à Bordeaux. Et quand il est passé à l'international, il a eu cette formule absolument incroyable, il a dit « J'ai découvert la présomption d'innocence à 55 ans ». C'est fou ça. Parce qu'à l'international, on est extrêmement vigilant. En Italie, par exemple, les procureurs ont leur maison, les avocats sont chez eux, et le tribunal est un lieu de réunion du siège, du parquet et du barreau. Mais le procureur et le juge du siège ne sont pas osmotiques. Chez nous, ils le sont. Il y a peu de différence entre un substitut du procureur et un juge d'instruction. Ils sont très très liés, très proches. Et d'ailleurs, à la fin d'une information, je ne veux pas être technique, mais à la fin d'une information, le procureur rend ce que l'on appelle un réquisitoire écrit, réquisitoire définitif, dans lequel il regroupe toutes les charges. Eh bien, l'ordonnance de renvoi, qui est l'acte qui renvoie un prévenu devant le tribunal ou devant la cour d'assises, en général, c'est exactement la même chose que le réquisitoire, au mot près, ce qu'on appelle un copier-coller. C'est-à-dire que le siège prend fait et cause pour l'accusation. Il n'y a pas un seul avocat qui peut se battre contre ça. C'est ça la grande difficulté. C'est que les avocats ne sont pas invités à la table judiciaire. Et ils sont de moins en moins invités à la table judiciaire. Mais au fond, ils ont raison d'une certaine façon. Ce serait beaucoup plus facile sans nous. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question presque indiscrète sur votre mode d'exercice. Et je ne voudrais pas faire une analogie. Non, je ne me permettrai pas. Alors je fais peut-être une petite analogie avec notre métier de médecin, de chirurgien. D'abord, est-ce que vous travaillez seul ou vous avez toute une équipe et lorsque vous avez un dossier, vous avez un staff et vous avez des avocats en herbe ou autres qui vous disent « je t'assure, tu devrais plutôt aller sur la… » Première question. Deuxième question, quand vous faites une plaidoirie, est-ce que vous la faites seul ? Vous venez avec un fil rouge, 3 idées, et ensuite ça déroule en fonction de l'ambiance. Et enfin, toujours sur votre mode d'exercice, est-ce que vous avez ce que nous avons on appelle ça une RMN. Alors, ça pourrait bien entendu pas s'appliquer à vous, mais c'est ce qu'on appelle une revue de mortalité. Et c'est-à-dire 2-3 mois après qu'un patient soit sorti, en forme, ou souvent pas très en forme, ou parfois la sortie a été un peu anticipée, il y a une réunion où on dit, voilà, c'était Monsieur Legrand et autres, et c'est pas vous qui parlez, c'est d'autres, et ils disent, là, tu t'es planté parce que tu aurais dû faire ceci, ceci, ceci. C'est-à-dire une analyse a posteriori. Alors, on peut le faire seul devant sa glace ou le faire à plusieurs et sur votre mode d'exercice. C'est-à-dire, êtes-vous seul ou êtes-vous en équipe? Alors, non, bien sûr que je ne suis pas seul parce que ce serait totalement infaisable. Totalement infaisable. J'ai 7 collaborateurs et un associé. Ils ont la charge de préparer les dossiers, mais chez nous, ça se passe d'une façon assez particulière parce que les clients sont en contact avec le collaborateur qui va regarder leur dossier. Pour ne pas, d'abord, qu'ils pensent que c'est moi qui le regarde, qu'ils le sachent. Et deuxièmement, quand vous envoyez le collaborateur, pour qu'il soit bien reçu par le client. Parce que... Donc vous êtes en position de chef de service. Oui, c'est ça. C'est ça. Si vous envoyez... l'intuitu personnel, mais comme chez vous d'ailleurs, est extrêmement fort. Donc si vous mentez au client en disant je fais tout, je m'occupe de tout, etc., et qu'il voit débarquer 15 jours après à Marseille ou je ne sais pas où, le collaborateur qui est celui qui a bossé le dossier, il le regarde de haut, il dit mais c'est pas vous que j'ai payé, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, etc. En revanche, si dès le premier rendez-vous, le collaborateur est présenté, etc., après, évidemment, on fait très très attention. Je ne veux pas vanter mon équipe, mais ce sont des gens en qui j'ai toute confiance, évidemment, qui sont des gens qui travaillent bien, qui sont triés sur le volet, qui sont choisis naturellement. Donc, ça c'est extrêmement important, parce que sinon, si vous êtes jeune collaborateur, que vous débarquez, que vous n'avez pas
et que le client n'a pas été prévenu, c'est une catastrophe, à tous les coups. Donc la première question que vous me posez, c'est oui, bien sûr, il y a une équipe. Oui, il y a une équipe qui travaille les dossiers. Oui, il y a une équipe qui vient voir le chef de service pour dire, mais il y a ça ou ça, comment vous voyez le truc? On discute beaucoup des choses. C'est une évidence. Et parfois, quand je vais devant la cour d'assises, je suis accompagné de celui qui a préparé le dossier. C'est toujours important. Je pense d'abord que, oui, le travail d'équipe, c'est important. Même si, à vrai dire, dans le chef de service, il y a chef. Bon. Alors ensuite, la plaidoirie, le fil rouge. Alors la plaidoirie, c'est très, très particulier parce que on a d'abord une vague idée de ce que l'on va dire. Des grands thèmes. Ensuite, dans sa conception, j'allais dire matérielle, moi je prends beaucoup de notes à l'audience. Et je pense que si la plaidoirie est importante, la plaidoirie seule ne sert à rien. Il est trop tard. Si vous n'intervenez pas pendant le débat et que vous vous levez, vous pouvez plaider 3 heures, vous n'emporterez pas la conviction. Il faut que le doute ait été planté, qu'il soit en germe, et la plaidoirie peut emporter le reste, mais il faut que vous ayez interrogé, contre-interrogé, que vous ayez montré déjà de façon cohérente là où vous voulez vous rendre, ce qui ne va pas dans le dossier d'accusation. La fragilité des témoins qui accusent, la fragilité de l'expertise ADN, peu importe, il faut qu'il y ait un véritable travail de démolition, de sape des éléments de l'accusation. Et au moment de plaider, vous donnez de la cohérence à tout ça. Vous reprenez tout et vous décidez de façon, ça peut être chronologique, ça peut être de façon simplement logique, de reprendre tous les éléments. Il y a 3 témoins à charge, voilà, mais voilà pourquoi on ne peut pas les retenir. Puis il y a une expertise ADN, voilà pourquoi on ne peut pas les retenir, parce qu'il y a un phénomène de, comment ça s'appelle ça, non pas contamination, mais, pardon? Non, pas souillure, c'est un terme qu'utilisent les experts en ADN quand vous laissez de l'ADN et que vous transmettez l'objet, vous pouvez passer votre ADN, vous voyez, je sais plus, pardon? Non, c'est pas contamination le terme qui est utilisé, mais peu importe. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc ensuite, dernier élément, une filature de la police qui est incomplète. Et donc, vous présentez ça de façon cohérente. Ce que j'écris, moi, en général, mais il n'y a pas de règle, hein, tous les avocats ont des méthodes différentes, c'est l'introduction. Ce qui permet... Où est-ce qu'il est, le petit jeune homme, là? Il est parti, il est là, voilà. Ce qui est difficile, c'est les premiers mots. Et les premiers mots, il faut souvent les consigner parce que ça permet de poser sa voix, ça permet de prendre possession de l'espace, ça permet de prendre, de trouver sa vraie place, de poser sa voix, c'est très important. Et si on a un texte écrit, on est sûr qu'on ne dérape pas. Et puis la conclusion peut être 2 lignes. Voilà pour la construction de la plaidoirie. Sachant que parfois ça se fait au bistrot aussi. Je vais vous raconter un truc. J'avais défendu Marc Cessillon, qui était le grand champion de rugby que nous connaissons tous. Je ne l'avais pas défendu en première instance. Et en première instance, la cour d'assises avait vu défiler toute l'équipe de France, tous les managers, voilà. Et tout le monde portait la veste bleue avec le coq, etc. De telle sorte que le jury n'avait jamais pu s'identifier à lui parce qu'il le prenait pour un type d'une autre planète, un dieu de l'Olympe. Et donc il avait pris 20 ans. Qui était très 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 lourd. Puis j'hérite de cette affaire en appel, et moi je vire tout le... Je ne voulais pas un rugbyman, je ne voulais pas un coq, je ne voulais pas une veste bleue, et je suis au bistrot avec un copain, et il est assez tard, voilà, je vais le dire comme ça. Et je lui dis, mais comment tu la vois cette histoire, qu'est-ce que je pourrais plaider? Et il me dit, à hauteur d'homme. À hauteur d'homme, et là je note sur... C'est parfois difficile mon métier. On était à Nîmes, et à Nîmes, après 23 heures, il n'y a rien. Je ne vais pas dénoncer cette ville, qui est très belle par ailleurs. Donc on était dans un chinois, près du palais de justice, c'était affreux, c'est bon. Et donc sur un bout de nappe, je note à hauteur d'homme. Et j'ai construit toute ma plaidoirie là-dessus. À hauteur d'homme. Et voilà, on va le faire descendre, maintenant il va enlever ses oripeaux de rugbyman, et voilà. Et il a gagné 6 ans.
Et c'est parfois des choses comme ça. C'est parfois un mot, c'est parfois moi, je crois à ces signes. Pardon, je suis devant des gens qui sont sans doute rationnels, scientifiques et rationnels, mais il y a parfois des signes comme ça. Il y a parfois le mot d'un témoin, des choses de cette nature qui, vous n'y avez pas songé du tout, puis vous vous en emparez et vous en faites quelque chose. C'est parfois de cet ordre-là. Et alors la dernière question, c'est le débriefing à la sortie. Je vous dis ça, c'est pas de la démagogie, mais il y a peu de métiers où, comme dans le mien, on a parfois le sentiment, même souvent, de sa totale inutilité. Vous allez vous battre 15 jours dans un pays pourri, où il n'y a rien, sauf un ibis avec un buffet qui ferme à 19h. C'est compliqué, vous êtes loin de chez vous, vous dormez à l'hôtel, etc. Vous vous battez comme un chien, ça dure 15 jours. Et le procureur demande 15 ans, vous en prenez 17. Et là, vous dites, mais le mec, il aurait été défendu par un singe bègue en robe, c'était mieux. Et quand je dis c'est mieux, je plaisante pas, parce que parfois, on paye le prix de la notoriété. Du genre, ah ben s'il a pris maître un tel, c'est que vraiment il est coupable. Oui, il y a ça aussi, hein, pour dire les choses comme elles méritent d'être dites. Et là, vous rentrez chez vous, vous dites, mais pourquoi je fais ce métier? Enfin, vous avez envie de raccrocher la robe, vous avez vraiment ras-le-bol, etc. Et donc, il n'y a pas besoin de RMM. Ça se fait tout seul, naturellement. C'est d'une incroyable violence, parce que il y a vraiment que les très mauvais avocats qui ne se remettent jamais en cause. Puis d'abord, je vais vous dire autre chose. Évidemment que c'est très curieux, parce que parfois, sur le plan de la forme, vous livrez une très belle plaidoirie, elle est totalement inefficace. Parfois, vous avez le sentiment de ne pas être dedans, et c'est efficace. Alors évidemment, le summum, c'est la belle plaidoirie efficace. Mais c'est loin d'être le cas. Et puis alors, avec les années, si on ne se ment pas à soi-même et qu'on a un minimum de lucidité, on sait très bien quand on est dedans, quand on a bien plaidé, quand on est à côté. Vous savez, quand vous vous écoutez plaider, que vous n'arrivez pas à trouver le ton juste, que vous sentez que les gens ne vous regardent pas, que quand vous faites de l'humour, ça tombe à plat. Il en faut de temps en temps. Dans certains dossiers, c'est utile. Pas Mera, impossible. Par exemple, les affaires extraordinairement graves, vous ne pouvez pas même espérer voir un sourire s'esquisser. C'est impossible. Il y a trop de tension, trop de chagrin. Mais bon, il y a des trucs où c'est beaucoup plus léger que ça, parfois. Et quand vous arrivez dans le registre de la gravité, ça ne marche pas non plus. Il n'y a rien qui marche. Ça arrive, ça. Quand vous sortez de là, vous êtes démoli, quoi. Vous dites, j'ai mal fait, c'est pas bien fait. C'est un métier douloureux. Mais souvent, moi, j'ai dit, je ne sais pas, ce soir, c'est vous qui me posez les questions, mais quand vous avez un mort entre les mains, vous aviez un vivant au début, et puis vous avez un mort à la sortie, c'est un truc terrible. Terrible. Je pense que c'est pas tout à fait du même ordre, mais il y a un certain nombre aussi de similitudes, là. Je peux vous demander de nous dire quelques mots sur vos expériences africaines et peut-être aussi quelques mots sur Jérôme Cahuzac. Alors, dites-moi sur les expériences africaines ce que vous souhaitez savoir, je vais vous répondre. Dernièrement, je ne sais pas, il y a 2 semaines ou il y a 10 jours, Oui. Et vous êtes parti plus rapidement. Posez votre question. Non, mais posez-la directement, que je vous réponde directement. Ne tournons pas autour du pot. Pourquoi vous appelle-t-on en Afrique et quelle est votre marge de manœuvre? J'ai lu dans la presse des choses que je n'ai pas dites. Dans la presse, on a dit que j'avais été appelé pour défendre l'État congolais contre le général Mokoko. D'accord? J'ai vu dans la presse que j'avais renoncé à cette défense, que j'abandonnais la maison Congo. J'ai lu dans la presse que j'avais dit un certain nombre de choses que je n'ai pas dites, pour une raison simple, je le répète. Je n'ai pas dit un mot à aucun journaliste. C'est vrai qu'il y a au Congo un certain nombre de contentieux. Comis Simpec, c'est le plus connu d'entre eux, mais il y en a d'autres. Il y a l'histoire du fleuve, qui est une vieille affaire avec des mises en examen. Enfin, il y a un certain nombre de dossiers pénaux. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur le dossier.
Je ne peux pas vous répondre. Je répondrai le moment venu. Il est vrai que je ne suis pas, comment dirais-je, avocat du Congo dans l'affaire Mokoko. Ça, je peux le dire parce que le procès devrait s'ouvrir dans les jours à venir et vous ne m'y verrez pas. Mais c'est le seul commentaire que je peux faire. Et non, il y avait une autre question. Jérôme. D'abord, c'est un type bien. Que le tribunal de l'opinion publique a détruit. Là aussi, les réseaux sociaux se sont déchaînés contre lui. Le montant de la dette qu'il doit à l'État, au fisc, c'est avec son épouse de l'ordre de 400 000 €, étant entendu qu'il y a les 3/4 de cette dette qui sont imputables à madame. Jugée définitivement, je ne tape pas sur madame parce que j'ai défendu monsieur, c'est une réalité judiciairement établie, s'agissant d'elle, puisqu'elle a été condamnée définitivement, qu'elle n'a pas interjeté appel. Je dis qu'aucun homme, aucun contribuable, aucun justiciable en France n'a été jeté en prison pour de telles sommes dues. Non seulement ça, il a été piétiné par l'opinion publique. C'est curieux, je l'ai d'ailleurs plaidé. Notre époque avait besoin de héros. Johnny Hallyday, qui a essayé d'obtenir toutes les nationalités possibles et imaginables pour ne pas payer l'impôt, a reçu l'hommage du président de la République. Et moi, j'adorais Johnny en tant qu'artiste. C'est un héros. Cahuzac est un bouc émissaire. Je vais vous raconter 2 anecdotes. La première, il fait du vélo, puis il tombe, et là, il sent la présence d'un type qui le suivait, il ne l'avait pas vu, qui a un appareil photo, qui est un paparazzi, et qui lui dit, la photo, on va l'appeler la chute. La deuxième anecdote, c'est qu'après avoir obtenu quelques difficultés pour être à nouveau médecin, parce qu'il est médecin, il se retrouve confronté à un anesthésiste qui lui dit « Moi, je ne veux pas travailler avec vous ». Voilà la vie de Jérôme Cahuzac aujourd'hui. Alors moi, j'ai pensé que rajouter à cela la prison, c'était inutile. Quant au mensonge, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce que, vous voyez, quand je pète devant la cour d'assises, souvent aux jurés, quand celui que je défends a menti, je leur raconte l'histoire suivante. Elle paraît simplette comme ça, mais je crois qu'elle est efficace. J'ai dit, voilà, hier, vous êtes rentré avec une demi-heure de retard chez vous. Qu'est-ce que vous avez dit à votre femme? Vous avez dit, j'ai rebu un Ricard avec Polo, où il y avait des bouchons sur la route. Et là, tous les mecs du jury font, ah ah, deuxième solution. Bah oui, évidemment, oui. Oui. Et là, je ne parle pas de choses graves. Hein. Je ne parle pas de choses graves. Cahuzac, il est à la tête de Bercy, et il est rattrapé par une affaire qui remonte à 20 ans en arrière. Parce que quand il fraude, il n'est pas ministre. Hein. Et il ne peut pas faire autrement que de mentir. Enfin, je ne fais pas l'apologie du mensonge là non plus, mais je dis qu'humainement, c'est compréhensible. C'est la peur qui le fait mentir. Et si vous voulez un autre exemple, parce que l'avocat général avait emprunté une partie de son réquisitoire à la Bible, j'ai simplement rappelé que le fondateur de l'Église catholique, à 3 reprises, quand il est en présence de la police romaine, il dit « je ne le connais pas, je n'ai jamais vu cet homme », 3 fois. Et que c'est un menteur plus connu que Cahuzac. Voilà, moi je ne peux que vous dire ce que j'ai dit. Je pense qu'il serait injuste qu'il aille en prison et que ce n'est pas la peine d'en rajouter. En plus, si vous voulez, il n'y a aucune dangerosité sociale, ce qui est quand même des critères de la prison. Vous parliez de Foucault tout à l'heure. C'est quand même pas rien, Foucault. Il n'y a aucun bénéfice
comment dirais-je, en termes d'amélioration de sa personnalité à aller en prison, de réinsertion, voilà, c'est le mot consacré, je le cherchais, pardonnez-moi. La prison n'aurait de sens que celui de la punition. Et moi, je dis qu'il a déjà été suffisamment puni. Il est obligé de se planquer, il n'a plus de vie sociale. Alors, sans doute qu'il n'est pas étranger à cela. Je ne justifie pas ce qu'il a fait. Mais je dis que, voilà, il serait le seul justiciable de ce pays à aller en tôle pour des montants fraudés de cet ordre. Une question ici. Oui, c'est moi, en fait. C'est moi. En fait, j'ai une petite question, mais je ne sais pas comment la reformuler. Si l'un de vos clients, en fait, il a été jugé coupable ou plaidé coupable par l'un des juges, et vous êtes persuadé ou vous avez une certitude comme quoi il est innocent, est-ce que vous pouvez continuer sa défense ou à chercher des preuves même après l'appel? Non. Non, non, je vous explique pourquoi. Parce que il y a un stade où judiciairement on ne peut plus rien, c'est-à-dire que après l'appel, il y a un pourvoi en cassation. Pourvoi en cassation, s'il est rejeté, c'est terminé. Dans cette hypothèse, la seule possibilité de revenir sur une condamnation qui aurait été injustement prononcée, ça se fait dans le cadre d'une révision. Des révisions, il y en a eu une dizaine depuis la Libération, dont une que j'ai plaidée, qui est l'affaire Loïc Séché. Mais pour qu'il y ait une révision, il faut des éléments nouveaux. Et les éléments nouveaux, ce n'est pas l'avocat qui peut les amener. En général, c'est la famille, c'est un détective privé, peut-être. Je n'ai jamais été confronté véritablement à ce genre d'affaires. Oui, j'étais confronté à des gens dont je pensais qu'ils avaient été injustement condamnés, mais sans possibilité d'apporter un élément nouveau. Et il faut un élément, quand je dis vraiment un élément nouveau, c'est un élément qui ne figure absolument pas dans la procédure. Ce ne serait pas un élément qui figure dans la procédure qui n'aurait pas été exploité. C'est vraiment un truc nouveau, c'est-à-dire un témoin nouveau, c'est-à-dire de l'ADN. La dernière révision, c'est de l'ADN. On a obtenu des résultats qui ont permis d'aller interroger des gens qui ont avoué les faits, alors que 2 hommes avaient été condamnés, en première instance et en appel, d'ailleurs à Montpellier et à Perpignan. Ben ça, c'est pas vous qui pouvez... Moi, ce que je pourrais faire, par exemple, ce serait suggérer une analyse ADN, oui, pourquoi pas. Suggérer l'audition d'eux, mais vous n'avez pas la possibilité de le faire vous-même. Je n'ai pas été confronté à votre hypothèse, mais c'est vrai qu'on peut demander alors aux autorités judiciaires d'aller faire quelques vérifications. Vous avez vu, il y a des dossiers dans lesquels l'affaire de la Vologne, par exemple, on fait encore des expertises, etc. Donc, si j'étais confronté à cette situation et si je pensais qu'une expertise, par exemple, pouvait amener une solution heureuse, oui, je pourrais le proposer. Mais comment dirais-je, la part, l'efficacité de l'avocat sur ce terrain-là, c'est quand même extraordinairement mince. Alors, il y a une affaire de révision que je connais. Le monsieur a été condamné, l'accusé a été condamné, et on s'est rendu compte qu'il était hospitalisé au moment des faits. Ouais. Et on s'en est rendu compte bien après. Et donc là, effectivement, l'avocat a demandé des vérifications aux autorités judiciaires. Elles ont été faites, on a entendu le personnel médical, etc. Et il a été, grâce à ça, acquitté. Mais cette opportunité-là, elle est quand même extraordinairement rare. Donc, pour répondre à votre question, c'est possible. Techniquement, c'est très difficile, pour ne pas dire très aléatoire, mais c'est possible qu'un avocat intervienne, mais il n'a pas de pouvoir d'investigation propre. Il est obligé d'en référer à l'autorité judiciaire. Une question. Sur l'affaire Fillon, pourquoi arrive-t-elle si vite dans les mains de la justice, quelques jours après ou quelques semaines après le Canard enchaîné, alors que d'autres affaires politiques, je parle politique, arrivent bien plus tard? Il faut demander au juge.
C'est curieux comme cette affaire s'est emballée et comme elle fait dodo depuis. Remarquez comme elle dort du sommeil du juste ou de l'injuste, cette affaire, il n'y a plus rien. Et moi, je crois que Fillon a été mal conseillé par ses communicants. Moi, voilà ce que je pense. Ce qu'il aurait dû dire, Fillon, c'est d'abord, moi, je vais chez les juges tout de suite, contrairement à Marine Le Pen, qui, elle, ne voulait pas y aller. Et puis, je vais leur dire qu'ils n'ont pas à vérifier l'effectivité du travail de l'attaché parlementaire, parce que ça ne les regarde pas et que c'est la séparation du pouvoir. Et qu'il peut être protéiforme. Ça peut être de l'ouverture de courrier, ça peut être vider les poubelles, ça peut être une réflexion intellectuelle, ça peut être mille choses, mais ça ne vous regarde pas. Ça s'appelle, une fois encore, la séparation du pouvoir. Et il sortait en disant cela, il s'est lancé dans des explications dans lesquelles il s'est perdu lui-même, le mariage, je ne sais pas quoi, l'histoire de son fils avocat qui n'était pas avocat, c'est une catastrophe. Et le calendrier, il est ce qu'il est, avec des procès-verbaux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne va pas se répéter, qui sont arrivés entre les mains des journalistes, alors qu'ils n'auraient pas dû sortir du dossier d'instruction. Voilà. Depuis, il ne se passe rien, et on peut dire que c'est les juges qui ont fait l'élection présidentielle, d'une certaine façon. Je suis là. Pareil. Je voulais vous poser une question un peu différente. Par rapport à ce que vous êtes et comme on vous ressent, où on vous voit, vous dégagez beaucoup d'émotivité. En tout cas, moi je le ressens comme ça, sous votre respect. Je voulais savoir par rapport à vos confrères... C'est pas injurieux. Non, c'est pas injurieux, je pense pas, mais je vais sur un domaine qui n'est pas le mien. Simplement par rapport à vos confrères qui sont beaucoup plus sharp et beaucoup plus fermés, je n'ose pas dire qu'une porte de prison, mais presque. Par rapport à vos confrères, est-ce que c'est une qualité ou est-ce que ça vous dessert? Est-ce que vous pensez que ça vous sert? Est-ce que vous pensez que ça peut être handicapant? À vrai dire, j'en sais rien. Ce que je crois, c'est qu'on plaide ce que l'on est et qu'on est ce que l'on plaide. Et vous savez, qu'on soit journaliste, avocat, écrivain, acteur, il y a un truc sur lequel on ne peut pas tricher, c'est la sincérité. Voilà. Donc, moi, j'essaie de dire ce que je pense. Enfin, c'est pas que j'essaie, je le dis. Ça a parfois un prix élevé. Pour le reste, monsieur, je sais pas, je pense que on peut pas traiter de la matière humaine sans une forme d'émotivité, sans une forme d'empathie, à l'évidence, pour les gens, et puis de volonté de se mettre à leur place. C'est ça qui est... C'est difficile parce que quand on regarde les autres, mais qui que l'on soit, je ne parle pas là spécifiquement de moi dans mon exercice professionnel, mais quand on regarde les autres, on les regarde sous le prisme de ce que l'on est, n'est-ce pas? Et moi, quand je raconte l'histoire d'un client, je raconte l'histoire du client, mais avec ce que je suis. Et si d'ailleurs vous faites un exercice qui est de demander à deux avocats différents de plaider la même personnalité d'un accusé, ils le feront de façon totalement différente. L'un sera plus sensible à tel aspect de la personnalité, un autre, etc. Bon. Donc c'est sans doute un avantage d'avoir cette forme de sensibilité, oui. Ouais. Enfin, moi, je ne vois pas comment on peut aborder de la matière humaine en étant hermétique à ces choses. Une toute dernière question. Oui, bonsoir maître. Il y a eu un certain nombre d'analogies ce soir entre la médecine et le droit. Il nous arrive, nous chirurgiens, parfois d'être mis en cause par nos patients parce qu'ils estiment que l'obligation de moyens qui nous lie à nos patients n'a pas été remplie d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il arrive, alors peut-être pas au pénal, mais dans d'autres types aux avocats d'être mis en cause par leurs clients qui estiment avoir été mal défendus? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et comme chez vous, parfois à tort, et parfois ce sont des mises en cause qui sont injustes, et parfois ce sont des mises en cause qui sont totalement justes. Moi, j'ai mis un jour en cause ma responsabilité. Je l'ai fait de ma propre initiative parce que j'avais, pour des raisons d'agenda, il y a longtemps, ça m'est arrivé une fois, mais j'en suis encore mortifié, loupé une audience. C'est un truc terrifiant, c'est gouré de jour. C'est même pas moi, je peux pas dire. C'est moi. En réalité, c'est un report d'audience sur un agenda qui était mal fait par une secrétaire. Mais vous pouvez pas dire c'est ma secrétaire, c'est pas possible. Face au client, vous dites bah oui, c'est moi. Donc on va faire une déclaration de sinistre et vous faites une déclaration de sinistre.
Au pénal, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Là, heureusement, ça n'en a pas eu. Mais ça aurait pu, malheureusement. Bon, là, je suis totalement en tort. Et bon. Mais je voudrais quand même vous dire que les seuls à ne pas avoir de responsabilité, c'est les juges. Hein. Non, mais ce qui est un vrai problème. Hein. Un vrai problème. Et ça, ils n'ont pas du tout envie. La chancellerie n'a jamais proposé un projet de loi dans lequel on pourrait mettre en cause la responsabilité des juges. Mais il faut dire que la chancellerie, c'est noyauté par les juges. Donc ils n'ont pas du tout envie qu'il en soit autrement. Mais chez vous, le chirurgien qui oublie ses gants de plastique dans le ventre de sa patiente, c'est pas une mise en cause injuste. Je veux dire, voilà. Après, oui, on a un système de responsabilité civile, évidemment, bien sûr. Et à juste titre, d'ailleurs, avec un système d'assurance, je pense que c'est équivalent, c'est une... Oui, bien sûr. Et parfois, alors, vous avez des fous furieux qui vous mettent en cause aussi. Hein. Ça arrive chez nous, hein, voilà, mais... Après, il faut aller se battre, là, contre ces quérulents devant les juridictions... dans lesquels vous vous retrouvez totalement injustement assigné, oui. Oui. Mais bon. Maître, merci infiniment d'être venu ici, dans cet amphi, je vous l'avais dit au début, qui est historique, qui est un amphi où il y a eu des débats. Je pense que vous avez joué le jeu et c'est merci d'avoir répondu aussi spontanément et aussi librement à toutes les questions. Je vous proposais de nous rejoindre, peut-être. Vous savez, à la chaîne, il y a beaucoup de non-médecins, parce que les médecins sont souvent un tout petit peu légers sur beaucoup de questions et nous avons besoin de beaucoup de compétences et donc vous seriez le bienvenu. Je vous remercie. Si, je vous assure. Ouais. Je vous assure que vous allez être surpris parce que je crois que je vais peut-être vous appeler en milieu de semaine. Et un traquenard en réalité. Non, mais voilà. Alors, et je voulais vous inviter. Le 4 juin 2018, c'est un sujet qui nous passionne, nous bouleverse, moi me terrorise. Parce qu'on sent que ça grignote la chirurgie. Jean-Pierre Lechaud, dès que je vais parler de ça, il va être horrifié. L'intelligence artificielle et humaine, c'est Laurence de Villers, vous savez, qui a fait ce bouquin magnifique et qui fait partie de la commission de la réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies. Elle s'occupe beaucoup de l'interaction homme-machine, la détection des émotions, le dialogue oral. Et donc, c'est un sujet absolument passionnant, peut-être terrifiant, et donc vous serez bienvenus le 4 juin. Vous savez qu'il y a une règle, ensuite il y a un pot. Si vous avez quelques minutes, je vous assure que vous serez le bienvenu. Merci. Merci.